Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de The Wrestling Rankings. Nous sommes à l'antépénultième épisode de 1996 puisque, et oui, on apprend des mots dans cette émission et pas seulement des mots catchesques. Antépénultième, ça veut dire avant-avant-dernier. Nous sommes donc à l'avant-avant-dernier pay-per-view de 1996, à savoir In Your House 11 Buried Alive. In Your House 11 enterré vivant, qui correspond à la stipulation du main event. Comme d'habitude, on commence par le tour des champions. Shawn Michaels est toujours champion de la WWF. Il avait conservé son titre au dernier In Your House face à Mankind. Il ne défendra pas son titre dans ce pay-per-view. C'est la première fois depuis qu'il est champion du monde qu'il ne défend pas qu'il n'apparaît pas en tant que catcheur au pay-per-view. Il sera présent, mais il ne catchera pas, il n'aura pas de combat. Nous avons un nouveau champion intercontinental, puisque le lendemain, je vous l'avais dit lors du dernier épisode, le lendemain d'In Your House 10 à Raw a eu lieu la finale du tournoi pour couronner un nouveau champion intercontinental. Tournoi remporté par le Wild Man, Marc Mero, qui a battu Farouk en finale. Marc Mero est donc notre nouveau champion intercontinental, et nous avons depuis le mois dernier des nouveaux champions par équipe, puisque Owen Hart et le British Bulldog sont devenus champions par équipe en battant les Smoking Guns à In Your House 10. Alors, c'est un petit In Your House, parce que non seulement pas de free for all dans la vidéo que j'ai regardé, dans l'édition que j'ai regardée, mais en plus il n'y a que 5 combats. D'habitude, quand on a un petit In Your House avec 5 combats, généralement il y a un combat dans le free for all, mais là c'est carrément 5 combats tout court. Alors, la carte du pay-per-view, Stone Cold Steve Austin contre Triple H, un très rare combat entre deux heels, et surtout le premier en pay-per-view d'une longue série de combats entre les deux, qui auront une énorme rivalité en 99-2000 autour du titre de la WWF. Là, ils sont encore tous les deux mid-carder. Donc, Stone Cold Steve Austin contre Hunter Stemsley, Triple H. Nous aurons un match retour d'In Your House 10, puisque les Smoking Guns, Billy et Bart, challengeront les champions par équipe, Owen Hart et le British Bulldog, avec leur nouveau manager, Clarence Mason. Nous aurons un match de championnat intercontinental, Marc Mero qui défendra contre Goldust. C'est un rematch du SummerSlam, puisque les deux hommes s'étaient affrontés au SummerSlam et Goldust s'en était sorti avec la victoire. Nous aurons un match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de champion du monde entre Big Van Vader et Psycho Sid. Le vainqueur affrontera Shawn Michaels au Survivor Series, et c'est pour ça que je vous disais que Shawn Michaels ne catchait pas mais qu'il apparaîtrait, puisque avant le combat, Shawn Michaels apparaîtra en tant que commentateur pour ce combat, et il ira féliciter le vainqueur. Et enfin le main event, Mankind contre l'Undertaker, après le match simple au King of the Ring, après le Boiler Room Brawl euh, au SummerSlam, qui était plus ou moins en faveur, entre guillemets, de Mankind, puisqu'il vit, je le rappelle, dans la Boiler Room, dans la chaufferie. Nous avons le droit à un match qui est plutôt en faveur de l'Undertaker, Buried Alive, le match de l'enterrement vivant. Alors, le pay-per-view commence par le combat entre Stone Cold Steve Austin et Hunter Stemsley. C'est un combat donc entre deux heels. Comme je vous l'ai dit précédemment, Stone Cold Steve Austin, il est un petit peu entre deux eaux à l'époque. Il vient de remporter le King of the Ring, mais il n'est pas pushé dans les main events. Et il est toujours en train d'attendre le potentiel retour de Bret Hart à la WWF. Lui qui a déjà défié à plusieurs reprises le Hitman pour un combat sans retour de Bret Hart. On nous apprend durant le pay-per-view que Bret Hart sera présent à Raw le lendemain pour nous annoncer ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va revenir à la WWF? Est-ce qu'il va quitter la fédération? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Il faut savoir que dans la vraie vie, à l'époque, Bret Hart est en énorme pourparlers avec les deux compagnies. La WCW lui a offert un énorme contrat, voulant faire de lui l'une des têtes d'affiche de la fédération. Vince McMahon ne veut absolument pas le perdre, Bret Hart ayant été l'une des superstars les plus loyales de sa fédération. Donc il est pris entre deux eaux, on ne sait pas encore ce qu'il va décider. Et Hunter Stemsley, il est lui aussi un petit peu entre deux eaux. Il était prévu, je vous l'ai déjà précédemment, dans un épisode précédent, j'en ai déjà parlé, il était prévu que
Hemsley remporte le King of the Ring en 96 et part sur une rivalité avec Shawn Michaels pour le titre de la WWF. Hemsley à l'époque, et il avait payé un peu, il avait été puni par rapport au Curtain Call Incident quand Michaels, Hemsley, Scott Hall et Razor Ramon et Big Daddy Cool Diesel s'étaient embrassés dans le ring à la fin d'un show au Madison Square Garden, ce qui avait un peu brisé le kayfabe puisque les quatre hommes étaient un mélange de heel et de babyface. Donc il est encore puni pour tout ça, mais il va bientôt remonter dans les main events. Enfin en tout cas dans la mid-card puisque il commence à s'intéresser au titre intercontinental, commence à se rapprocher entre les deux titres intercontinental. Le combat est aussi bon que leur combat le futur. Alors, les combats futurs entre Austin et Hunter Hemsley seront marqués par beaucoup de brawling, puisque Austin, après sa blessure à la nuque en 97, va devenir plus un brawler qu'un catcheur. Mais Austin de 96 c'est un très bon catcheur, et Hemsley est un très très bon catcheur aussi, et du coup ça donne un excellent combat entre les deux. Durant le combat, il va y se passer plusieurs choses. Alors, Jim Ross, depuis le début du pay-per-view, a des problèmes avec son micro. Ça fait partie plus ou moins de la storyline où Jim Ross est mécontent du management de Vince McMahon, ce qui avait mené au fait que Jim Ross avait ramené, soi-disant, Razor Ramon et Diesel à la fédération, ce qui sont des faux Razor Ramon et des faux Diesel. Diesel est à l'époque joué par Glenn Jacobs, qui deviendra par la suite Kane, et qui était précédemment Isaac Yankem. Il n'y a pas énorme de ressemblance avec le vrai Diesel. Et Razor Ramon, il est joué par un catcheur indépendant, je crois qu'il s'appelle Rick Boggs, quelque chose comme ça, qui ne fera pas carrière dans le monde du catch, qui après que Vince McMahon décide de mettre fin au faux Diesel et au faux Razor Ramon, va finalement quitter la fédération, il disparaîtra, et je crois, hein, parce qu'il dit pas de bêtises malheureusement, que il va avoir des gros problèmes de dépression à cause de ça, et ensuite il met fin à ses jours quelques années plus tard. Donc on a Jim Ross du coup qui essaye de parler mais qui se fait tout le temps insulter, donc du coup, mais qui se fait tout le temps couper, donc du coup il s'en prend à Vince McMahon, ce qui va mener à Jim Ross qui va quitter la table des annonceurs pendant que le combat entre Hunter Hemsley et Austin a lieu. Et il va revenir avec Mr. Perfect, qui est son partenaire à Shotgun Saturday Night à l'époque. Et donc du coup, le fait qu'il soit partenaire fait que Jim Ross va dire à Mr. Perfect, vas-y, venge-moi, fais chier McMahon. Sauf que Perfect, il est aussi en rivalité avec Hunter Hemsley à l'époque. Et donc tout ça va mener à différentes interventions. Perfect va dragouiller un petit peu la manager de Hemsley, puisque Hemsley est encore à l'époque, vient encore au ring avec des managers féminines. On n'appelle même pas ça des managers, mais des valets à l'époque. Donc du coup il va s'embrouiller avec Hemsley, sauf que dans le même temps Austin va aussi s'embrouiller avec Perfect et lui balancer un verre d'eau à la figure. Ça va créer d'énormes distractions, et Austin va profiter de ça pour porter son Stone Cold Stunner et remporter le combat face à Hunter Hemsley. Un très bon combat vraiment pour débuter le pay-per-view, un très bon combat de mid-card avec deux hommes qui ont un futur vraiment brillant à la WWF. On enchaîne avec le combat de championnat par équipe, les Smoking Guns qui challenge Owen Hart et le British Bulldog. À Ignore House 10, vous le savez, Owen Hart et le British Bulldog s'étaient imposés alors que les Smoking Guns avaient eu des dissensions, puisque puisque le Bulldog avait poussé Bart dans Billy, Billy avait pris ça comme une attaque et avait poussé Bart dans les bras du Bulldog qui avait porté son running power slam pour la victoire. Avant le combat, les Smoking Guns donnent une interview où Billy, qui est toujours aussi épris de Sonny, annonce que ce soir il va dédier le combat à Sonny et qu'une fois qu'ils auront regagné les titres par équipe, ils deviendront. Sonny reviendra parce qu'elle adore les voir champions par équipe. Bart, lui, va demander à Billy d'essayer de se concentrer. C'est le début de la dissension entre les deux. Ils vont se séparer d'ailleurs dans quelques semaines. Le combat, est un bon combat par équipe, rien de transcendant. À la fin du match, Billy va tellement vouloir faire le show qu'il va se faire surprendre et qu'il va percuter Bart qui est au bord du ring. Et quand il va se retourner, Owen va enchaîner avec son spinning kick et remporter le combat pour son équipe. Owen Hart et le British Bulldog restent champions par équipe.
et les Smoking Guns sont toujours en pleine dissension. Et ça va, comme je vous l'ai dit, mener à leur séparation dans quelques semaines. Avec Billy qui fera une plutôt bonne carrière en solo. En tout cas, il apparaîtra en pay-per-view. Ensuite, il fera équipe avec le Road Dogg dans les New Age Outlaws. Et enfin, il deviendra il aura plusieurs gimmicks et il deviendra plusieurs fois champion par équipe, champion intercontinental, champion hardcore, etc. Alors que Bart, lui, de son côté, va un petit peu disparaître de la circulation. Il va réapparaître. Il sera toujours présent, mais il n'aura pas de grand push. Il remportera aucun titre à la WWF. Il va recréer une autre équipe avec Hardcore Holly par la suite, où ils s'appelleront les New Midnight Express, je crois, et ils deviendront champions par équipe de la NWA, de la NWA, quand la WWF et la NWA feront un partenariat de quelques mois en 98. Puis il fera une belle apparition, puisqu'il remportera le tournoi Brawl for All, en 99, le tournoi où les matchs n'étaient pas scriptés, les catcheurs se foutaient sur la poire, un peu à la mode de l'UFC, mais avec un système de points où si il y avait un knockout, c'était terminé. Par contre, s'il y avait des takedowns, etc., parce que c'est un mélange entre l'UFC et le wrestling. Et voilà, et donc c'est étonnamment Bart Gunn qui va remporter le tournoi, alors que normalement tout était fait pour que Dr. Death, Steve Williams, remporte le tournoi et challenge Steve Austin pour le titre de la WWF. Et ça va lui offrir une apparition à WrestleMania 15, mais ensuite il disparaîtra de la WWF. Et on le reverra plus trop dans le monde du catch. On enchaîne avec le combat de championnat intercontinental. Marc Mero, le nouveau champion, qui défend contre Goldust. Comme je vous l'ai dit, c'est un rematch de SummerSlam. À SummerSlam, Goldust avait remporté le combat, mais pas sans aide de Mankind qui avait distrait Marc Mero en allant harceler entre guillemets Sable, ce qui avait permis à Goldust de remporter le combat avec le Curtain Code. C'est un bon combat de championnat intercontinental, les deux hommes sont plutôt bons dans le ring. Marc Mero à l'époque est très agile, il porte le Mero Saut, ce magnifique double jump moonsault, et il va remporter le combat avec son Samoan Drop, suivi de son magnifique Shooting Star Press qu'il appelle The Wild Thing. Shooting Star Press où il arrive à se toucher les chevilles quand même pendant le mouvement, ce qui est quand même fantastique. Marc Mero, toujours champion intercontinental. On passe au combat du challenger numéro 1. Alors ça a été vendu d'ailleurs sur la jaquette de la cassette du pay-per-view à l'époque, ça s'appelle un Powerbomb match. Mais contrairement à ce que la WCW fera en 98 et 99, ce ne sera pas un match du powerbomb. L'objectif n'est pas de porter le powerbomb à son adversaire, c'est juste un combat entre deux hommes qui pratiquent le powerbomb. D'ailleurs, la WCW en 93, pour la petite information, ça aurait dû être Psycho Sid contre Vader, ça aurait dû être le main event de Starrcade 93, donc 3 ans plus tôt. Sid Vicious contre Big Van Vader pour le titre de la WCW, sauf que quelques semaines plus tôt, dans une tournée en Angleterre, Sid Vicious et Arn Anderson avaient eu une altercation, et Sid Vicious avait planté, tout simplement, Arn Anderson avec des ciseaux, et ça avait mené à donc son licenciement de la WCW, et il avait été remplacé par Ric Flair dans le pay-per-view. Ric Flair qui avait affronté Vader dans un match où sa carrière était en jeu s'il perdait, et ça avait donné un bien meilleur main event que prévu, et le combat à l'époque avait été vendu comme un combat des Masters of the Powerbomb. Donc la WWF 3 ans plus tard refait la même chose, sauf que le combat est un combat simple. On peut remporter le match par tombée, soumission, disqualification ou décompte à l'extérieur du ring. Avant le combat, Shawn Michaels vient saluer Psycho Sid et se moquer un peu de Vader en lui disant « tu vas perdre », puis il va aux commentaires de la table des annonceurs de Vince McMahon et Jerry the King Lawler. Le combat est un house fight, on le sait. Sid et Vader ne sont pas des grands catcheurs dans le ring, sont juste des bêtes de puissance. Vader a l'avantage d'être en plus acrobate puisqu'il porte des moonsaults et des Vader bombs. Le combat va tourner autour de celui qui peut porter le powerbomb. Vader n'y arrivera pas, contré par un back body drop de Psycho Sid. Psycho Sid n'y arrivera pas, contré par un back body drop de Vader. Et Psycho Sid va finir par remporter le combat grâce à un chokeslam.
Et il devient donc le challenger numéro 1 au titre de la WWF. On a déjà donc le main event des Survivor Series, Shawn Michaels vs Psycho Sid pour le titre de la WWF. On termine ce pay-per-view avec le Buried Alive match. Comme je vous l'ai déjà dit, donc la rivalité Mankind-Undertaker, elle dure maintenant depuis le mois d'avril. Mankind avait commencé par attaquer l'Undertaker après WrestleMania 12, après un combat contre Justin Hawk Bradshaw. Il avait coûté le titre intercontinental à l'Undertaker à In 8 en intervenant dans le combat casquette match contre Goldust. Ils avaient eu un premier affrontement au King of the Ring remporté par Mankind lorsque Paul Bearer avait accidentellement frappé l'Undertaker à la tête avec lui, qui avait assommé l'Undertaker et ce qui a permis à Mankind de porter le Mandible Claw pour la victoire. Ils avaient ensuite eu une bagarre à In Your House 9 lorsque Mankind était intervenu après le combat Undertaker-Goldust. Il avait causé la disqualification de Goldust et il s'était battu jusque dans la chaufferie, ce qui avait mené au Boiler Room Brawl de SummerSlam où Paul Bearer, comme vous le savez, avait trahi l'Undertaker et s'était allié à Mankind. Et ensuite, après le combat de championnat du monde perdu par Mankind contre Shawn Michaels par disqualification due à l'intervention de Vader, c'est l'Undertaker qui était apparu, qui avait de nouveau attaqué Mankind. Ce qui nous amène donc à ce Buried Alive match, qui est une première à la WWF, le match de l'enterrement vivant. Le principe est simple, pas de tombée, pas de soumission, pas de décompte à l'extérieur du ring, pas de disqualification. Le vainqueur est le premier homme qui arrive à enterrer son adversaire vivant. C'est un peu barbare, mais c'est comme ça. Que dire sur ce match? Alors, il y a quelques mois de ça, lors de la review de WrestleMania 12, j'avais dit beaucoup de gens pensent que pour être un match 5 étoiles, pour être un excellent combat, il faut absolument que ce soit un combat hyper technique, catchesque, etc. D'autres vont nous dire un combat 5 étoiles, c'est un combat hyper hardcore, hyper bas. Les deux hommes, ils se donnent coup pour coup, etc. Et c'est magnifique. Chacun va trouver son compte. Certains préféreront les Bret Hart, Owen Hart ou les Chris Benoit et Eddie Guerrero des années 90. D'autres préféreront le Undertaker Mankind de 98 ou le Cactus Jack Triple H de 2000. D'autres encore trouveront que les deux TLC de Edge et Christian, les Hardys et les Dudleys sont des combats qui méritent 5 étoiles. Moi, je pars du principe que chacun va trouver chaussure à son pied et appréciera quelque chose. Moi, je vous avoue, le combat Buried Alive entre Mankind et l'Undertaker, je le trouve exceptionnel. Parce que les deux hommes ont très bien joué avec la stipulation. On va pas toutes les 2 minutes autour de la tombe se balancer dedans, non. Et en plus, à chaque fois, ils retournent autour du ring et ils font un excellent truc. On a l'Undertaker qui nous sort un topé au-dessus des grilles d'acier qui séparent les abords du ring des fans. On a Mankind qui nous sort un somersault des abords du ring, ce qui appellera le Cactus Crack and Smash. Vraiment, c'est un excellent combat. Les deux hommes sont connus à la joie. Il n'y a rien à reprocher à ce combat. Ce combat est très... À la fin du combat, l'Undertaker va gagner en commençant à enterrer Mankind vivant, et il continuera ensuite, les arbitres essayeront d'intervenir, il continuera à enterrer Mankind, les arbitres vont se faire démolir, mais ensuite l'Undertaker, lui, va se faire attaquer aussi par l'exécutionnaire, le bourreau, l'executioner, qui est allié de Mankind dans l'équipe de Paul Bearer, et par de nombreux heels, comme en flashback du Royal Rumble 94, où une dizaine de heels avaient des Yokozuna à remporter le casquette match, et ben là on a 4-5 heels, Crush, Hunter Stemsley, Goldust, The Executioner, Mankind, qui vont faire équipe pour enterrer l'Undertaker vivant. Et donc on va se dire c'est la fin de l'Undertaker, il est enterré vivant. Puis d'un coup, la musique de l'Undertaker, les lumières, les éclairs, et un éclair qui frappe sur la tombe et qui laisse ressortir le bras de l'Undertaker, qui nous dit donc qu'il est toujours vivant. Excellent combat, vraiment. Le meilleur combat Undertaker-Mankind à mes yeux. Donc on termine avec un très bon In Your House. Alors, 5 matchs, donc forcément, par rapport à un WrestleMania ou un Royal Rumble où il y a plus de matchs, c'est plus compliqué
d'aller chercher une très bonne note. Mais là, vraiment, le combat à In Your House est excellent. On a du très bon mid-card. Mark Mero Goldust, c'est un très bon combat. Hunter Stemcelestos, c'est un excellent combat entre deux heals qui jouent très bien chacun leur rôle. Et le main event est très bien. Le combat par équipe est simple, pas de chichi, pas exceptionnel, mais quand même un combat simple. Et enfin, le combat de Number One Contenders, pour moi, c'est le bémol du combat, parce que même si c'est un host fight, on s'attend à ce que les deux hommes se foutent sur la tronche, entre guillemets, et ne vont pas plus loin. C'est dommage quand même de n'avoir qu'un si petit, que très peu de choses. Et le combat est très rapide, hein. Le combat dure même pas 10 minutes. Et donc ça manque un peu pour moi ça manquait un peu de substance dans le match. On se retrouve donc très prochainement avec les Survivor Series 1996, l'avant-dernier pay-per-view de l'année 96. On avance de plus en plus, c'est bien. En attendant, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de tous ceux qui regardent les vidéos, que ce soit sur TikTok et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières sorties. Et je vous dis à ciao bon dimanche. Salut à tous.